Bienvenue dans cette session de 60 minutes inside Softeam Consulting et on voudrait vous présenter aujourd'hui, faire un focus sur quelque chose qui s'appelle la directive PSD3 ou DSP3 pour les anglo-saxons. Les textes associés, voir concrètement qu'est-ce qu'il y a là-dedans et en quoi ça peut bouger les lignes dans le monde du cash management, des paiements particuliers en Europe. C'est ça le focus. Donc on va faire un petit voyage ensemble sur justement les réglementations sur les systèmes de paiement et on va regarder les nouveautés, voir un peu les implications que cela donne sur le fonctionnement, sur le niveau de service, sur les stratégies des acteurs et puis voir un peu les projets qui peuvent y être associés. Donc, traditionnellement, on va se présenter. Donc moi, je suis Janusz Paszkowski, je suis le directeur business transformation chez Softeam Consulting. On est quand même un certain nombre de sachants, je ne suis pas le seul, même si vous me voyez souvent à l'écran. Mais Softeam, c'est quoi? C'est la marque conseil et services du groupe DocaPost. Donc DocaPost qui fait partie de la Poste française, voilà. Nous avons 3 pôles. Donc le pôle expertise et conseil que j'ai l'honneur de représenter avec mes petits camarades pour tout ce qui est construction, projet ainsi que les formations et les certifications. C'est tout le côté, on va dire, un peu build. Nous avons la partie solutions et délégations. Donc pour les solutions sur mesure, prêtes à l'emploi, du packaging, pour gérer vos problématiques de documents, de back-office, des choses comme ça, de délégation, on sait faire. On a les process qui sont rodés, on a des success stories avec de nombreux clients. Et la gestion des plateformes numériques, que ça soit sur la partie digitalisation un peu industrielle, sur la partie tiers de confiance, sur la partie numérique. Donc c'est quelque chose, ça va partie du mix des services vous voyez, à valeur ajoutée de DocaPost. Donc au total sur la partie Softeam, donc ça fait très largement plus de 30 ans maintenant qu'on est présent sur le marché français ou international. Donc avec un vrai ADN dans le marché financier, les marchés, les paiements, le cash management, tout le service aux institutions financières le plus large qui soit. Le dernier chiffre d'affaires que nous avons, c'est plus de 240 millions d'euros, donc on est quand même une grosse entreprise désormais, qui a su garder une certaine proximité avec des agences régionales dans les grandes régions françaises. Vous avez la petite carte qui s'affiche. On est au total plus de 2200 au dernier chiffre audité. Et quelque part, on est quand même multispécialiste. Quelque part, c'est une espèce de famille. Ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien ensemble. Mais vous voyez le côté consulting sur l'expertise métier, on va en parler juste après. La partie agency qui va plus gérer le contenu digital. DocaPost Institute qui va venir vous voir et porter la partie formation avec la totalité du savoir-faire et des certifications qu'il fait pour que ça soit fait d'une manière crédible et sérieuse. Et tout ça dans les domaines sur lesquels nous avons une vraie expertise. C'est notre stratégie. Donc c'est l'IA, la cybersécurité, le cloud, l'éco-conception, le data, l'agilité, la transformation métier réglementaire. On va beaucoup parler de ça. Et les systèmes d'information. C'est quelque chose, ça fait partie de notre mix sur lequel on a des vrais success stories, du vrai référencement à mettre en avant. Sur la partie Softeam Consulting que l'on présente ici, qui présente ces sessions-là, on accompagne la transformation. Donc typiquement, la partie transformation des systèmes de paiement, nous avons la partie transformation métier, qui est très importante, la transformation réglementaire, on le fait parce que quelque part, c'est bête à dire, mais la partie PSD3, c'est quelque chose, on le fait parce qu'on est obligé. C'est la réglementation qui nous oblige de faire ce genre de choses. On est totalement dans le monde digital, c'est le open banking, c'est-à-dire que c'est l'interconnexion, c'est tout ce qui est web 2.0, mobile, smart quelque chose, crowd quelque chose, tout ce que vous voulez, on est en plein là-dedans. Et là-dedans avec des impacts très forts en termes de stratégie SI. On va en parler à la fin de notre session. Donc voilà, ces introductions étant faites, l'idée c'est qu'on vous présente, on fasse peut-être un petit tour de quoi on parle. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les nouveautés, sur la réglementation sur les paiements.
Donc j'insiste en fait pour les paiements par rapport à l'épargne et par rapport à un tas d'autres choses. Donc on va parler de tout ce qui touche les transferts d'une propriété. Donc je possède quelque chose, et en particulier la propriété, c'est je possède un bout de dette qui est quelque part enregistré vis-à-vis d'un établissement de crédit. Donc, vous voyez, donc j'ai de l'argent sur mon compte bancaire, hein, en bon français. L'intérêt, c'est que si je paye des choses comme ça, si j'éteins une dette à travers une créance que j'ai sur un système bancaire, la loi dit qu'on ne peut plus me réclamer cette dette. Vous voyez, c'est ça qui fait que la monnaie existe, hein, en deux mots. Hein. Ça veut dire qu'une fois que je dois de l'argent à quelqu'un, j'ai donné de l'argent par une inscription au compte ou par une remise de quelque chose, enfin, j'ai la preuve comme quoi j'ai donné de l'argent, et si la personne m'envoie des huissiers, je sais pas, des agences de recouvrement, de la police, tout ce que je veux, en fait, moi je peux dire, non, regardez, cette dette, elle n'existe plus, parce qu'en face de cette dette, il y a tel mouvement bancaire. Donc vous voyez, c'est ça qui fait tenir toute l'économie. Autrement dit, il faut que ça soit très très solidement le statut de banque, de teneur de compte, de transfert d'argent. Tout ça doit être solidement encadré. Et en fait, on parle de ça. C'est ça aujourd'hui, on vient de ça, et tout le reste, si j'ose dire, n'est que l'implémentation de détails techniques, et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez bien le côté opération, le transfert d'une créance d'un côté, et la matérialisation de l'autre. Qui est le message de paiement, qui est l'inscription en compte. Mais en fait, réglementaire, vous voyez, conceptuellement, c'est deux choses qui sont très, très, très différentes. Mais en fait, quelque part dans la législation, on va traiter les deux en même temps. Donc ayez ça en tête, parce que quelque part, dans les quelques bullet points qu'il y a juste en dessous de ce slide, vous avez en résumé tout ce qui fait que la monnaie telle que nous connaissons existe et est acceptée et désirable par nous tous. Donc, très rapidement, parce qu'on n'est pas des juristes non plus, ce qui est important, c'est de dire que l'organisation de l'euro, c'est un truc qui s'appelle TFUE. En fait, le TFUE, c'est un truc très technique, c'est le traité fondamental de l'Union européenne. C'est la constitution de l'Europe, qui dit qu'en Europe, les questions monétaires doivent être gérées au niveau européen. Donc, il y a la BCE, l'eurosystème, qu'on paye en euros, et ainsi de suite. Vous avez en dessous quelque chose qui est déjà peut-être plus proche des gens qui travaillent dans le domaine, c'est la directive SEPA, le Single European Payment Area. Ça va définir globalement l'organisation des institutions de paiement et les niveaux de services qui sont attendus. C'est là où on va parler des schémas. Donc on distingue qu'il y a des paiements par carte, il y a des paiements par chèque, il y a des paiements par prélèvement, il y a des paiements par virement. Donc on va décrire ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi les acteurs, et ainsi de suite. On va dire que les acteurs existent. Par contre, le détail de qu'est-ce qui est attendu de chacun, un peu le détail de la définition de tout ça, c'est la directive DSP, donc directive sur les services de paiement, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est là où on va rentrer dans le rôle des acteurs, le niveau de service, leur interaction, et on va rentrer, on verra ça tout à l'heure, mais jusqu'à y compris des niveaux très très technico-techniques qui ont une vraie importance pour les gens qui sont sur les projets. Et tout ça, généralement, vous verrez, c'est que c'est retranscrit dans le code monétaire et financier, dans le code civil, et ainsi de suite. Concrètement, sachez-le, pourquoi je vous en dis? Parce que la directive DSP, elle va nous dire ce qu'il faut faire. Donc opérationnellement, c'est ça qui nous intéresse. Le code monétaire financier va nous dire combien de temps on passera en prison si jamais c'est mal fait. Donc c'est important de voir cette articulation, mais normalement, donc sachez que l'articulation est à ce niveau-là. Maintenant, dans la vraie vie, si vous regardez juste les directives, c'est quelque chose qui est très très largement suffisant. Petite parenthèse, les directives sont longues, parfois verbeuses, mais ça reste raisonnablement lisible au égard de la complexité de ce que nous avons en face de nous. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc c'est le fameux truc, la directive sur les services de paiement. C'est publié et nous avons 2 ans maintenant. Autrement dit 2 ans, c'est plutôt du fin 2026 pour être conforme à la totalité de la directive. Ça c'est le droit européen, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une directive, ce n'est pas applicable directement. Mais par contre, vous voyez, une directive est applicable, autrement dit, chaque État membre fait sa propre transcription dans ses codes monétaires, financiers, code civil, je ne sais pas, code du commerce, ça dépend où ça s'appelle quoi. Ça peut engendrer, surtout pour des établissements un peu internationaux,
a une certaine cacophonie. C'est se dire que peut-être la Belgique va peut-être pas implémenter exactement de la même manière la même directive, elle va peut-être faire un tout petit peu plus ou un peu à côté, ou peut-être juste faire un truc très très proche, mais pas selon le même calendrier. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté quelque chose qui s'appelle PSR, Payment Service Regulation, qui reprend énormément de ce qu'ont fait les directives, mais l'intérêt juridiquement, un règlement européen, c'est applicable dans l'État. C'est qu'en fait, je le lis et je l'applique, je n'attends pas une transposition. Donc vous avez toujours, voilà, après toutes ces introductions un peu juridico, on va dire métaphysiques, de toute façon, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder systématiquement 3 domaines. Vous avez un domaine acteur, donc qui fait quoi? Quelles sont leurs interactions? On va en parler juste après. Vous avez un deuxième volet très important, c'est la sécurité. C'est comment j'identifie mon client, qu'est-ce qui se passe en cas de fraude, c'est quoi les présomptions de responsabilité. Donc c'est défini. Et quelque chose que, on va dire, les non-praticiens ne voient pas, alors que les praticiens le voient d'un œil plus que sceptique, c'est tous les aspects reporting. C'est que tout ça, il y a un suivi d'activité, on a une obligation de suivi d'activité, on a une obligation de remonter les volumes, les incidents par canal, par type d'incident et ainsi de suite, par protocole utilisé aux autorités. Et en fait, dans la vraie vie, le problème que ça nous pose, c'est que depuis les normes BAL2, on n'était pas mauvais en termes de risque opérationnel, de remontée de fraude, des choses comme ça. Sauf que pensez bien que l'optique de la directive DSP, ce n'est pas la même que l'optique de la gestion du risque opérationnel au sens des ratios prudentiels de BAL. Donc beaucoup de précision, parfois on demande de faire des choses en ligne alors que c'est en fait en colonne. Donc vous voyez, parfois ce n'est pas des révolutions, mais se dit c'est des choses qui suffisent à préoccuper les gens, à refaire des plans de formation, à refaire des projets. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est quand même important à connaître à notre niveau. Donc concrètement, un rappel, nous avons en termes d'acteurs, c'était le premier point, les acteurs, au centre du service, nous avons les établissements de crédit. Donc vous voyez, c'est des banques, donc c'est-à-dire que si je paye par une créance sur un établissement de crédit, ma dette elle disparaît, mais en plus elles peuvent créer de la monnaie. Donc c'est très très encadré. Je dirais du côté pratico-pratique, ça n'a pas un grand intérêt du côté PSD 2 ou 3, mais enfin sachez que c'est un statut très très particulier. En dessous, il y a des établissements de monnaie électronique. Vous voyez, c'est un terme un peu technocratique, mais en fait, c'est important de le savoir, c'est qu'il existe des établissements. Je veux dire, si jamais je suis payé je reçois de l'argent de cet établissement, la dette correspondante n'existe pas, alors que ce n'est pas une banque. Donc il existe des établissements aujourd'hui qui ont ce statut-là. C'est typiquement, ça peut être des établissements financiers très spécialisés qui ont la capacité de faire la tenue de compte, d'être dépositaires de fonds des clients, qui peuvent payer pour le compte de leurs clients, mais qui n'ont pas le droit de faire du crédit. Vous avez ensuite les établissements de paiement, donc c'est les gens qui s'occupent des aspects un peu techniques, mais qui font de la tenue de compte aussi, donc ils ont un propre statut qui est un tout petit peu différent des établissements de monnaie électronique. Et puis tout ce qui est prestataire de services d'information sur les comptes. On verra ça juste après. C'est quelque chose qui est apparu dans la directive PSD2, qui est réaffirmé dans PSD3, avec une volonté d'accélérer le fonctionnement de ces gens-là. Et à côté de tout ça, nous avons dans le monde des paiements un énorme écosystème sur les prestataires techniques, sur des gens qui vont juste faire des normes, des gens qui vont exploiter les réseaux, des gens qui vont exploiter tout un tas d'autres informations, qui vont être des gestionnaires d'acteurs, des gestionnaires y compris de distributeurs de monnaie physique, donc nos amis de chez Brinks, 4S, des choses comme ça, ça fait partie de ces pays-là, ils sont nommés, mais ils ne sont pas réglementés dans ces directives-là, ils sont gérés un tout petit peu à côté. Voilà. Donc on a quelque chose qui est très très fort, mais ce qui est vraiment important, voilà, c'est vous dire, c'est qu'on a une volonté d'élargir, d'avoir de plus en plus d'acteurs. Et j'insiste, les acteurs les plus importants qui n'existaient pas en tant que tels il y a encore 5 ans, qui sont réaffirmés dans la directive DSP3, c'est ce qu'on appelle les TPP, les Third Party Providers. C'est ce qu'on appelle c'est le terme technique anglo-saxon, c'est les fournisseurs tiers qui ont le support de l'open banking. Donc quand on va réfléchir en termes de stratégie d'open banking, des choses comme ça, c'est autour d'eux que ça se passe. Donc vous avez des
une capacité d'obtenir un statut de AISP. En français, on dit agrégateur de compte, mais agrégateur, c'est juste un use case des AISP. C'est des gens qui partent du principe qu'ils ont la capacité de se connecter sur le compte d'un client, donc avec le consentement du client. Le client a un compte dans une banque A et le prestataire P va pouvoir piocher dans les comptes et fournir des services au client en fonction des informations, enfin en fonction du service qu'il a avec le client. Ça veut dire que l'établissement qui tient le compte, il n'a aucune relation contractuelle avec le fournisseur, le AISP. Ce n'est pas grave parce que c'est la directive qui gère justement les modalités d'interaction. Il ne peut pas s'y opposer. Donc vous voyez ce que vous voyez, c'est l'exemple le plus simple, le plus trivial, c'est les agrégateurs de comptes. Je suis dans une banque X et je peux voir les comptes de l'argent que je détiens dans la banque Y. Voilà, modulo un certain nombre de signatures, d'échanges, de consentement, des choses comme ça, mais ça se fait une fois pour toutes. Mais il peut y avoir potentiellement du coaching financier, il peut y avoir des gens qui vont nous acheter nos données financières. L'exemple le plus fun qu'on a vu, c'est des agences, des sites de rencontres qui vont pouvoir donner une espèce de rating personnel aux personnes qui cherchent l'âme sœur. Et ils vont dire, celui-là, il est AAA et celui-là, regardez, je ne sais pas ce qu'il a mis dans son profil, mais je vous signale qu'il paye une pension alimentaire. Voilà, ça c'est quelque chose qu'un AISP peut savoir très très facilement. Voilà. Enfin, qui paye ou qui reçoit. Hein, voilà. Donc c'est des use cases. Et vous voyez, c'est un appel à l'innovation, à des use cases nouveaux, qui était explicitement dans PSD2 et qui est encore plus explicite dans PSD3. Vous verrez dans le slide après pourquoi c'est si important pour nous. Vous avez les PISP. Les PISP, c'est des gens qui ont la capacité d'aller sur un compte et de déclencher un paiement pour le compte de ce compte. C'est un peu comme si je donnais une procuration à quelqu'un pour ce compte. L'exemple, on peut imaginer, c'est Air France qui fait très très peu en fait de marge sur sur les billets d'avion. Je pense qu'en moyenne sur un billet d'avion, Air France fait moins de marge que McDonald's sur un menu Big Mac. Donc c'est vraiment, il faut imaginer que c'est vraiment ça l'ordre de grandeur. Donc s'ils peuvent éviter de demander à Visa d'avoir 1% de frais bancaires sur le fait d'être payé par carte, ça les arrangerait. Donc Air France peut avoir un statut de PISP pour directement aller chercher sur mon compte directement l'argent et être payé pour l'émission des billets d'avion. Vous verrez, il y a des petites différences entre paiement par carte et paiement par virement et pourquoi on y travaille et pourquoi c'est très impactant aujourd'hui. Donc vous voyez, ces deux populations, ils ont un intérêt à le faire, mais dans le PISP, ça peut être aussi quelqu'un qui gère votre épargne, hein, qui puise un surplus de l'épargne sur votre compte. Hein, ça peut être aussi un autre cas d'utilisation. Donc ces gens-là ont un agrément obtenu par un régulateur national. Donc avec PSD3, ce règlement, maintenant, avant c'était des PDF qu'on devait télécharger, en particulier dans la Banque nationale de Lituanie avec des documents en lituanien. Maintenant, il y a un registre centralisé. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est que moi, je suis Société Générale, quelqu'un se connecte avec un agrément lituanien, au moins je peux directement voir s'il existe. Nous avons, on l'avait déjà, mais c'est réaffirmé, il y a une obligation de fournir un accès au compte, au solde des comptes, à travers un API. Donc, technologiquement, les gens qui avaient les grosses chaînes COBOL, ils sont obligés de mettre des API au niveau de leur solde de compte. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour eux. Ça doit être documenté pour que n'importe quel TPP puisse connaître les règles, les contrats d'interface des API, qui doit avoir un taux de disponibilité très élevé, des niveaux de service au moins équivalents à sa banque en ligne. Et ça pose aujourd'hui tout un tas de questionnements justement techniques. Enfin, normalement, c'est déjà dans DSP2, mais maintenant, c'est un peu mieux documenté. Si vous voulez voir plus de détails, n'hésitez pas à regarder ce qu'on appelle les Regulatory Technical Standards qui sont émis. Vous tapez RTS, PSD dans n'importe quel moteur de recherche. Enfin, vous trouverez. Autrement dit, au-delà des aspects juridico-institutionnels que je vous ai présentés, on rentre dans le détail du jeu de caractères utilisé, des temps de latence, des TPS, enfin tout ce que les informaticiens aiment bien comprendre, tout ça c'est décrit et on a des obligations de plus en plus fortes pour gérer ça. Et cerise sur le gâteau, il a été défini un délit d'entrave à la mise à disposition des données. Autrement dit, si je suis un banquier
et j'estime que je n'ai pas envie de montrer, de montrer les données de mes clients à quelqu'un d'autre, et ben, je peux avoir des amendes qui sont très très salées. Il y a déjà eu des perquisitions, même à la Défense. Hein, je veux dire la CPR vient dans des établissements financiers, demande des documents, fait passer des interrogatoires pour savoir est-ce que par hasard vous n'êtes pas en train de filouter de faire une entrave à l'innovation, au sens PSD2. Donc, pour aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez cette notion, pourquoi c'est important ce fournisseur tiers, pourquoi c'est politiquement important. Parce qu'on parle de souveraineté, de politique, d'innovation, des choses comme ça. Donc on a le côté open society d'un côté. Ça c'est une des politiques, en gros les informations doivent circuler. C'est comme ça qu'on devient plus efficace et c'est intéressant. Nous avons un enjeu très très particulier pour le monde de paiement. C'est que nous avons aucun schéma, aucun opérateur européen sur la partie crédit, carte de crédit. Sur la monétique, on se repose sur Visa, Mastercard, Virtual American Express, il y a Alipay, des choses comme ça, mais nous n'avons même pas de champion, même d'alternative nationale. Or, la carte de crédit, ça donne un vrai service, c'est que ça donne un premier sujet, ça donne une garantie de bonne fin pour le vendeur. Celui qui est le prestataire de service ou le fournisseur de biens, quelque part, si je suis payé par la carte de crédit, quelque part dans le schéma de la gestion des cartes, je suis sûr d'être payé à travers une gestion de fraude, des choses comme ça. J'aurai peut-être une toute petite franchise qui va disparaître, mais je suis sûr que je serai payé. Autrement dit, je suis Amazon, je peux expédier le colis un samedi matin. Je suis Air France, je peux émettre le billet d'avion pour quelqu'un qui part le samedi matin alors qu'il vient de m'acheter le billet d'avion. Vous voyez, ça c'est important. Les cartes ont un service disponible 24 heures sur 24, ce qui est dans les systèmes bancaires classiques par batch ou Target. En fait, quand Target est arrêté, les paiements n'existaient pas en Europe. Et vous avez en plus dans les systèmes de cartes des services associés, et en particulier une ligne de crédit associée. C'est que je peux à un instant T avoir un encours de carte et une autorisation de carte supérieure à ce qui existe réellement sur mon compte cash. Donc vous voyez, si jamais il y a un sujet politique, et là, voilà, suffit de suivre l'actualité où on est en bibi avec American Express et Visa, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'alternative? Et quelque part, l'alternative, il n'y a pas de bonne alternative pour l'instant. Mais donc, on travaille aujourd'hui sur le fait d'avoir un mix sur les paiements instantanés. Autrement dit, le paiement instantané, lui, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le côté garantie de bonne fin, disponibilité est lié. Et les services associés, c'est l'open banking. C'est que si je paye par un débit de tel compte, je peux avoir un crédit associé, je peux avoir du coaching, je peux avoir de l'information, je peux avoir les bons de réduction, tout ce que je veux. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est stratégiquement important de se dire d'avoir une alternative immédiatement disponible aux problématiques à la disponibilité des cartes de crédit. Donc vous voyez, en plus de ça, pour aller plus loin dans la gestion de cette inquiétude vis-à-vis de notre capacité à gérer les cartes de crédit, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est culturellement pas très très connu en France, mais c'est la possibilité pour un commerçant de fournir du cash sans fournir le service. C'est les gens que je me présente auprès d'un commerçant et je lui demande d'avoir 200 € en liquide. Il va me donner les 200 € liquides, en échange de quoi je serai débité de mon compte bancaire, immédiatement. Vous voyez, c'est le côté, c'est un débat qui arrive aujourd'hui, c'est le droit aux espèces dans une situation où le métier de distributeur de cartes, donc carte de crédit, donc on n'en veut pas, lui est déjà, on n'en veut pas et en plus c'est déficitaire. Donc on se dit au bout d'un moment, on ne veut pas non plus une société où le cash disparaît totalement, où le cash disparaît beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Donc ça aussi c'est encadré dans la fameuse directive. Donc vous voyez, c'est des services nouveaux, c'est des technologies nouvelles, c'est quelque chose qui est intéressant de connaître un peu dans la vraie vie. Donc concrètement, comment ça marche? Non, pardon, c'est pas comment ça marche. Donc vous voyez toutes les nouveautés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez l'autre vraie nouveauté de cette directive, et ça c'est quelque chose de très très nouveau, et les banquiers ont beaucoup protesté contre ça. Et si vous me posez la question comment ça va marcher, moi je dirais je ne suis pas encore très très sûr de comment ça va marcher. En tout cas, première chose, donc on précise un peu ce que c'est que l'authentification à deux facteurs. Donc vous voyez, deux facteurs, ça veut dire que j'ai un facteur de ce que je possède,
de ce que je sais et ce que je suis, dans mes caractéristiques physiques. C'est 3 domaines, et dans chacun des domaines, je dois avoir un facteur, je ne dois pas avoir 2 domaines du même facteur. Donc une authentification du type login mot de passe, c'est interdit désormais pour les paiements, parce que login mot de passe, c'est ce que je sais et ce que je sais. On peut avoir un login et par exemple une authentification sur un smartphone. Parce qu'un smartphone, il est individuellement identifiable. Il y a dans la technologie d'un smartphone fait quelque chose que je sais que c'est ce smartphone-là qui est enregistré, qui donne l'autorisation. Ça peut être un mot de passe plus une empreinte digitale, parce que c'est ce que je sais plus ce que je suis. Donc si on avait beaucoup de temps, je vous expliquerai l'origine de cette chose-là, ça revient quelque part. C'est juste avant la construction de Notre-Dame, c'est très très ancien et c'est très très étonnant comment cette vision du client réapparaît, mais c'est un peu hors de propos. Voilà. Ce qui est nouveau aussi dans la directive DSP3, c'est que déjà on avait une espèce de présomption de bonne foi en cas de fraude. En gros, c'est à l'établissement financier de prouver la mauvaise foi du client ou la négligence coupable. Là c'est réaffirmé et c'est encore plus strict. Donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe les établissements financiers parce que c'est potentiellement, il y a tout un tas de situations où on pouvait ne rien faire ou engueuler le client. Là, on est obligé de payer et commencer à faire une enquête a posteriori. Donc avec des délais très très stricts. Hein. On ne peut pas rentrer dans le détail de ce format-là, mais c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important. Ce qui est important et nouveau, et ça trouble les gens, je disais on sait qu'on va le faire, mais on ne sait pas encore très bien comment, c'est que désormais, lorsqu'on envoie un paiement en Europe, donc soit le destinataire est européen, soit le donneur d'ordre est européen, l'établissement financier a l'obligation de vérifier que le titulaire, le bénéficiaire tel qu'il est inscrit dans le virement, correspond à celui au numéro de compte. Et vous voyez le petit truc technique qu'on a du mal à gérer, c'est que moi je suis, on va dire, Société Générale, j'émets un paiement vis-à-vis de quelqu'un qui est à la BNP Paribas, j'ai un numéro de compte et un nom, très bien, mais l'association nom-numéro de compte, elle est faite au niveau du système de BNP Paribas, de la banque qui réceptionne le paiement. Or, j'ai l'obligation de le faire par la banque qui envoie le paiement. Vous voyez, tout simplement pour éviter les situations où j'ouvre moi un compte personnel dans une banque, on va dire plus ou moins complaisante, mais enfin quelque part qui m'a ouvert un compte, et je donne le nom du bénéficiaire, ça va être, je ne sais pas, EDF au Trésor public, mais le numéro de compte, c'est mon numéro de compte perso. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'en fait, techniquement, les banquiers n'ont pas du tout l'obligation de faire ce matching. En tout cas, bancairement, je reçois de l'argent avec un numéro de compte à accréditer, je le crédite. Et là, je dois vérifier que si c'est M. Dupont qui reçoit, que le compte est au M. Dupont et le bénéficiaire du virement, c'est le Trésor public, ça doit être arrêté dès l'émission. Autrement dit, il y a beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est un sujet à suivre parce que diverses solutions sont possibles. Il y a vraiment un foisonnement d'idées. Donc, soit on fait de l'IA, soit on s'échange des numéros de compte qui sont compromis, soit il y a des prestataires intermédiaires, des gens qui vont récupérer, qui vont se construire d'énormes bases de données d'associations de comptes et de noms de personnes. Sachant que forcément, après, vous avez M. Dupont-Jean et Jean Dupont, vous avez toute une problématique de plausibilité de compte. Parce que ça va être forcément, c'est le numéro de compte tel que moi je l'écris, il y a peut-être des questions de noms maritaux, de noms de jeunes filles, des gens qui ont honte de leur prénom. Enfin, on peut imaginer tout un tas de situations dans lesquelles le numéro de compte, le compte n'est pas exactement le bon alors que la transaction est totalement légitime. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un énorme foisonnement sur les solutions qui sont possibles. Par exemple, Swift propose une solution en disant tout ce qui passe par Swift, moi je vais en garder une copie et je vais le matcher par rapport à des anomalies qu'on va me remonter. Si je sais qu'il y a déjà eu un paiement frauduleux sur ce compte, ou c'est plutôt si je sais qu'il y a eu X depuis des mois, l'association compte tel numéro de compte, tel nom qui n'a posé aucun problème, j'ai une présomption de légitimité. Voilà, plein de solutions existent, aucune n'est satisfaisante, c'est ça le problème. C'est que si je fais de l'usurpation d'identité en bonne et due forme auprès d'une banque, ce dispositif via des vérifications FPI
va rentrer dans le panneau quand même. Et si je fais un truc un peu plus sophistiqué, c'est que je me crée un numéro de compte et des complices m'envoient pendant des mois de l'argent, des petites sommes que je leur rends ensuite en espèces. Donc le compte aura l'air de fonctionner sans anomalie, ça sera un compte légitime. Mais le jour où je dois faire une fraude, ça va passer sous les radars aussi. Donc on ne sait pas encore comment, mais par contre, il y a un énorme sujet en termes de process, d'IT, donc déjà d'intégrer ça. Ah oui, parce que tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est que tout ça, c'est dans le cadre des paiements instantanés. C'est que vous voyez toute la boucle, quelque part, dans la vraie vie, ça doit tenir dans les 10 secondes qu'il faut pour traiter le paiement. Donc c'est pas évident de trouver une solution qui soit compatible avec ce que veut DSP3, compatible avec d'autres choses que veut DSP3, ce que le client acceptera de faire. Donc on verra typiquement une autre solution, c'est de se dire on ne peut pas faire on a une attente de 24 heures entre la création d'un nouveau bénéficiaire. Ça, c'est un grand classique aussi. Mais si le bénéficiaire est fondamentalement illégitime, ça ne marche pas non plus. Donc regardez ça, ça trouble beaucoup de nos clients, on a des vrais sujets aujourd'hui de formation, de reporting, d'audit, pour savoir comment ça va se passer, parce que vous voyez, il y a le côté préparation technique, et puis il y a le sujet organisationnel. C'est que si jamais je reçois un KO par le système, à quel moment, dans quel niveau dans le traitement des back-office, je dois loger le traitement de ce sujet. C'est un vrai sujet. Est-ce que ça va être la fraude? Est-ce que c'est un sujet purement opérationnel? Est-ce que ça va être un service dédié? Est-ce que ça va être encore autre chose? Donc vraiment rester à l'écoute, c'est quelque chose qui va beaucoup nous impacter. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Hop, est-ce que je suis... Alors j'appuie sur le mauvais bouton, voilà, désolé, ça arrive. Ça c'est le direct, voilà. Voilà, à côté de ça, sans oublier, qu'est-ce qu'on a comme problématique? Je vous ai parlé, le reporting des fraudes, les regulatory technical standards sont encore pas frais. Donc attendons-nous encore un tout petit peu d'analyse. Probablement, aujourd'hui, on a un énorme foisonnement de normes de reporting où chaque banque centrale nationale, enfin les Belges, les Français, les Allemands, les Espagnols, ils n'exigent pas exactement la même chose en termes de reporting de fraude. Ça a coûté une fortune aux établissements d'implémenter ça pour la partie DSP2 et la DSP3 va le changer. Mais on a un vrai espoir en disant qu'on a un reporting uniformisé une fois pour toutes. Donc on va faire un dernier effort de reporting de fraude, de nomenclature, de remontée d'informations. Et là, on sera tranquille pendant 5 à 10 ans. Donc ça c'est important. Après, qu'est-ce qu'on a en plus? La norme DSP réaffirme l'utilisation de la directive, donc c'est écrit dans la loi, l'utilisation de la norme ISO 20022. Donc ceux qui connaissent les projets 20022, potentiellement, vous appelez ça peut-être le projet MX dans d'autres circonstances, c'est la même chose. C'est que les anciennes normes de paiement, SWIFT, FIN, MT 103, 202, 101, des choses comme ça, c'est en train de disparaître. Ça fera l'objet d'une autre présentation d'ailleurs, on vit ces derniers mois. Mais aujourd'hui, tout ça va être du XML dernière génération, dernière norme. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, si je résume, vous voyez, c'est quoi les cas d'usage? Qu'est-ce qu'on doit savoir traiter dans le cadre de la directive PSD3? Donc la première chose, c'est que c'est à peu près la même chose que PSD2, mais il faut quand même tout revoir. Il y a des modifications à la marge un peu partout. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle l'accostage d'un partenaire. C'est que vous avez, est-ce que je suis sûr de mon coup que le TPP, l'initiateur de paiement ou l'agrégateur qui se connecte sur mon compte, si j'ai mis en place les dernières réglementations, les dernières informations telles que le prestataire est en droit de s'attendre, y compris en termes de documentation, de backup, de sécurité, de niveau de service, de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que l'authentification de mon client, il y a eu pas mal de précisions sur cette partie-là, donc la fameuse authentification du client, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je suis en phase? Là on a 60 minutes, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des petites modifications à la marge. Voilà. Le côté agrégation bancaire, initiation de paiement, est-ce que les use cases nouveaux, est-ce qu'ils vont être pareils à ce que j'avais jusqu'ici? Avec un
un impact qui ne saute pas aux yeux quand on lit à la première lecture la législation, c'est qu'on pense qu'on va induire volontairement des nouveaux comportements des utilisateurs et des tiers qui peut avoir des comportements, des variations non négligeables sur la volumétrie. Autrement dit, est-ce que mes systèmes frontaux, ceux qui interrogent les trucs et les machins, mes comptes, mes transactions, est-ce que ces systèmes sont en mesure d'accepter la volumétrie supplémentaire et éventuellement la volumétrie qui peut être très très variable selon les temps, selon si je suis à Black Friday ou des choses comme ça. Vous voyez, donc ça c'est une interrogation. Le modèle de volumétrie, c'est un sujet d'interrogation que nous avons aujourd'hui. Fraude et reporting, j'en ai pas mal parlé à l'instant. Vous avez le côté sécurité d'activité, enfin suivi d'activité plutôt. C'est que le bon sens, et là on va en parler juste après pour conclure, c'est l'aspect stratégie. Nous vous conseillons énormément d'avoir un suivi d'activité qui tient la route. Que ça soit, que ça arrive, qu'il n'y a pas uniquement une version passive. Je suis un banquier, quelque part, j'ouvre une porte et puis chacun rentre et je ne sais même pas trop ce qui s'y passe. Non, c'est quelque part, c'est un service qu'on rend à la communauté. C'est un service qui aujourd'hui, avec un niveau de service qui est encadré gratuitement, enfin donc il doit être fourni gratuitement, mais est-ce que ça veut dire que je dois donner, je peux peut-être donner plus de services à condition d'une manière payante. J'ai aussi une certaine capacité à limiter certains accès. Mais si je suis incapable de savoir qui utilise quoi, ça va me manquer. Y compris dans les aspects sécurité et résilience, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui continuent à se connecter, qui font rien de réellement mal, mais ils ont peut-être perdu leur agrément, par exemple. Combien de temps me faut-il pour déréférencer quelqu'un qui a perdu son agrément? Est-ce que c'est 1 heure ou est-ce que c'est 3 mois? Les deux existent dans la vraie vie. Donc voilà, donc vous avez, et puis derrière, vous avez l'exploitation des données, la stratégie de data qu'il y a derrière, et vous avez quelque chose, peut-être la chose la plus importante qu'il y a derrière, c'est la stratégie de la banque vis-à-vis de ses clients. C'est qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient, est-ce qu'on se dit, je deviens une espèce, juste un dépositaire de données dans lequel tout le monde va puiser, et moi je garde les sous, j'exécute les paiements, mais quelque part la relation client, tout le côté un peu fun, le côté rock'n'roll, c'est les TPP qui l'auront. C'est ce qu'on appelle la bank as commodity. C'est que je deviens une espèce de matière première. C'est que je donne à peu près le même type de service que, on va dire, SFR en tant que fournisseur d'accès au réseau. Et par-dessus SFR, vous avez des applications. Vous avez Facebook, votre application bancaire et ainsi de suite. Ou alors au contraire, je deviens leader, je fédère une communauté autour de moi et je deviens une plateforme ou une super application. Donc ça, l'exemple, par exemple, c'est Klarna aujourd'hui qui fait ça, qui est une toute petite banquette, je ne sais pas, vous devez connaître Klarna, c'est des gens qui ont commencé en fait, à la base, c'est des huissiers, et qui à force de faire du recouvrement plus ou moins musclé d'ailleurs, dans les pays nordiques, ils ont dit, à force de faire du recouvrement, on peut gérer votre poste client général, y compris les clients qui passent bien. Une fois que ça marche bien, eux, ils ont commencé à faire de la banque, ils ont racheté une petite banque, ils ont eu leur licence, et maintenant, ils font de la promo. Typiquement, leurs clients, au début, ils faisaient du recouvrement donc, chez Ikea pour des gens qui ne payaient pas leur canapé, et maintenant, c'est un peu un frontal. Les gens qui veulent acheter un canapé, ils ont Poltron et Sofa et Ikea dans la même appli avec le petit service bancaire qui est associé, le crédit, et si vous avez la carte Ikea, en plus, vous avez peut-être des avantages. Vous voyez, donc c'est une stratégie, et cette stratégie-là ne peut exister que parce qu'il y a la directive PSD. Et je sais que le fait qu'une petite boîte d'huissiers a pu aujourd'hui devenir un établissement financier, y compris ils font des promotions autour de nous. C'est quelque chose qui ne peut exister que parce que la directive a donné le cadre pour ce genre de choses. Voilà, donc l'histoire est encore en train de s'écrire. La partie stratégie, c'est vraiment quelque chose qui est important au-delà des aspects IT. Et nous, Softeam Consulting, on a l'habitude d'accompagner nos clients
sur ce genre de choses, que ce soit la stratégie IT, que ce soit la stratégie data, que ce soit la cybersécurité, que ce soit vraiment l'expertise en termes de système de paiement. Bah, je dirais ça c'est notre quotidien un peu historique, donc il fallait absolument qu'on vous tienne bien au courant de l'histoire qui est en train de s'écrire autour de nous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, ça fera un vrai plaisir de les écouter, d'avoir un peu un feedback. J'espère que ça vous a intéressé déjà, j'espère en plus que vous avez appris des choses. Très bien, donc n'hésitez pas à nous poser dans le fil de la discussion ce que vous pouvez, ou nous remonter à Softeam vos questions, vos remarques, vos témoignages ou votre volonté de collaborer en tant que client ou employé. On est là pour en discuter. Et en tout cas, moi je dirais merci beaucoup pour votre attention. Et restez à l'écoute, on va continuer une série de petites conférences très très régulièrement, sur le même rythme, quelque part, pour vous tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui est intéressant, de voir un peu les choses qui bougent autour de nous. Merci encore.